Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Solidarité nouvelle, pour le logement. Marie-Françoise Roger. Solidarité nouvelle, pour le logement. Une aventure humaine. Préface de Denis Primard. L'Harmattan. Copyright L'Harmattan, 2011. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 296 55 611 9. EAN 9 782 296 556 119. Merci aux bénévoles, locataires et salariés de SNL qui m'ont accordé un peu de leur temps et m'ont fait découvrir SNL. À Bernard, Marie-Aude, Françoise. À Claude. Il n'y a pas de politique de l'égalité qui ne doive commencer par une politique active de la ville visant à multiplier les espaces publics et à assurer davantage de mixité sociale. Pierre Rosanvallon. La Société des égaux, page 408. Préface par Denis Primard. L'action commencée par l'association Solidarité Nouvelle pour le logement se résumait en 3 phrases. Se regrouper localement pour créer un logement accessible à un autre. Le proposer pour un temps limité d'occupation, avec des rencontres régulières. Trouver ou créer ensemble une solution durable. Les 2 premiers points ont été très mobilisateurs d'une manière étonnante. Le 3e, imprévisible, objet désiré d'une création commune, peine à trouver ses modalités. La première réalisation de l'association eut lieu dans le 19e arrondissement à mon initiative, en 1989. L'association composée alors des seuls membres du petit groupe local achetait très vite après sa constitution un premier logement. Elle avait obtenu de ses membres la moitié de la somme nécessaire, l'autre moitié ayant été prêtée par des amis pour 3 ans renouvelables. Ce petit groupe sera la référence pour la constitution des groupes suivants, ailleurs différents, qui à leur tour feront référence. Ainsi s'engageait un processus. Beaucoup furent séduits au cours de ces rencontres qui s'organisaient progressivement. L'association grossit rapidement. Ce n'était plus un épiphénomène comme l'ont perçu au départ certains grands responsables du logement social. Dès 1991, apprenant que nous pouvions prétendre à des subventions publiques et malgré la réticence de certains, nous nous sommes engagés sur cette voie. Nous avons doublé dans un premier temps notre capacité d'investissement, la quintuplant sinon plus ensuite. Le terrain peu balisé au départ, le devint progressivement avec pour conséquence inattendue la professionnalisation de l'association. Les dossiers seront de plus en plus compliqués à monter et à défendre, certains diplômes seront exigés. Il fallut chercher de nouvelles subventions pour le fonctionnement, autres dossiers, autres rapports. Ces éléments eurent à leur tour des conséquences, l'obligation de production et de résultats. C'est ainsi que peu à peu, nous nous sommes inscrits dans ce monde très complexe du logement social en France qu'aucun d'entre nous ne connaissait auparavant. Je suis content que l'association ait fait cette expérience, qu'elle ait manifesté ainsi son ouverture, sa capacité, qu'elle y ait été reconnue comme acteur fiable. L'association a beaucoup gagné en possibilité de créer des logements. Était-ce au détriment de son identité ? La question demeure aujourd'hui. Je regrette de n'avoir pas été plus incisif au départ. Les ressources venues de la mobilisation de la société civile auraient pu être plus nettement distinguées des ressources publiques. Il y avait un chemin possible en affectant les premières essentiellement au logement d'accueil, les secondes à la création de logements durables. C'était mon intention lorsque j'ai initié 2 grosses opérations sur Paris, 16 logements rue de la Fontaine-au-Roi, 14 rue de Meaux. Je n'ai pas eu le courage ni la lucidité d'ouvrir la voie avec des propositions clairement exprimées.
Ce fut la raison principale de mon départ de l'association en 2004. J'étais envahi par un sentiment de confusion. J'y avais contribué. L'embarras teinté de tristesse m'ôtait la possibilité de proposer des remèdes. J'avais été témoin que l'entente limitée sur un même quartier de plusieurs montait très vite en puissance au sens positif du terme, dans la mesure où elle évitait l'usurpation par un acteur de la participation d'un autre. L'effet suscitait l'étonnement, puis donnait une réelle satisfaction qui renouvelait l'élan de chacun. Merveilleuse constatation, apport inégalable que pouvait offrir la société civile. La complexité avec l'introduction des subventions publiques avait ouvert une brèche. Les groupes risquaient d'être instrumentalisés, les différences aplanies, les personnes de nouveau interchangeables, chacun occupant une fonction, perdant progressivement son rôle d'acteur. Pourquoi ne pas avoir clarifié ? Ne sont pas vivants, la question aujourd'hui est vers quoi ? Avec la conscience de cette difficulté et des risques qu'elle fait courir. C'est dire l'immense intérêt que je porte à ce livre, et comme je suis heureux que Marie-Françoise se soit lancée dans ce travail d'écriture. Le lecteur percevra sans aucun doute la diversité des intervenants, leurs positionnements multiples, leurs questionnements, cette créativité toujours en mouvement à la rencontre de l'autre. Je voudrais à présent insister sur ce qui m'a animé dans ces commencements. Mon premier point concerne la création d'un monde commun, ce monde tel qu'il a été défini par Hannah Arendt, où tous sont égaux et différents. Dans l'action que ces égaux créent, il n'y a pas d'auteur, des acteurs seulement, dit-elle. Qu'un initiateur soit nécessaire à cette création, certainement. Mais la réalisation est le fruit d'une interaction entre égaux. C'est ainsi qu'advient un monde commun réel, dit-elle encore, à l'opposé du monde totalitaire. Il se caractérise par la création d'îlots de sécurité, face à l'immensité vertigineuse des possibles qu'offre la liberté humaine. Ces îlots de sécurité ou de certitude sont fragiles puisqu'ils doivent leur création aux seules relations humaines où chacun est successivement agent et patient. Ces éléments d'analyse m'ont ému et beaucoup guidé lorsque j'ai initié SNL. Dans ma participation à l'association Solidarité Nouvelle face au chômage, les groupes de solidarité constitués m'étaient apparus comme un espace où des égaux pouvaient se mouvoir. Cet élément me fut très précieux pour situer l'emplacement qui me permettrait d'initier la création d'un petit monde commun, ouvert à plus grand que lui. Vous constaterez à la lecture de ce livre, une place importante donnée à ma famille. J'en suis heureux. Elle a eu ses failles, trop peu nommées, comme certains aspects du comportement de mon père qui ont contribué à son isolement et provoqué un certain trouble. Je pense avoir été particulièrement éveillé dans ce retour à la terre, à la nécessité de répondre aux besoins premiers de l'homme sur un plan matériel. Qu'une société qui ne s'y attelle pas perd progressivement le sens de ce que faire société signifie, le sens du travail, le sens des solidarités premières. La proposition de créer un monde commun en faveur du logement trouve indiscutablement son origine ici. J'ai été éveillé aussi par Brigitte, mon épouse, qui a grandi bien différemment à une nécessité tout aussi première, celle de répondre aux besoins d'un espace de liberté inconditionnelle pour chacun qui lui soit favorable, où la culture, au sens d'une capacité à apprécier, retrouve ses saveurs. La rencontre de celui qui vient, trouvait là son orientation. Ainsi la proposition de créer un commencement de monde commun pouvait être faite. Son lieu serait le groupe local de solidarité avec pour objectif de créer un logement pour un autre, reçu et surtout rencontré comme un hôte. J'ai vécu à SNL ces temps d'égalité. J'ai goûté la saveur de leurs fruits, la réalité des liens qu'ils créaient, leur puissance. Aussi je n'aime pas le mot fondateur. Il n'y a pas dans un monde commun véritable où chacun se connaît acteur et joue son rôle d'acteur. Si besoin il y a de ce mot, il revient à chaque groupe de SNL, ces ententes locales limitées au cœur de la société civile, tournées vers un autre, et limitées car il ne s'agit nullement d'inscrire une totalité dans une autre, mais d'apporter une contribution au monde commun dans sa construction, ouvert à lui, le voulant ouvert à chacun, sont pour moi les fondatrices de SNL. Elles sont des révélatrices de la puissance susceptible de se développer au cœur des relations humaines. Ces ententes sont fragiles comme le monde commun. Le premier groupe du 19e arrondissement n'est plus, par exemple. Les interrogations sont dès lors, a-t-il laissé le champ propre pour d'autres semences ?
Les logements qu'il a contribué à constituer ont-ils reçu une affectation nouvelle? A-t-il été consulté? La fin d'une histoire, si petite soit-elle, est importante, elle est souvent signifiante. Pour terminer sur ce point, et selon le regard que l'on porte, la question peut être posée. La pluralité a-t-elle été réelle? Une certaine homogénéité ne se fait-elle pas vite sentir sur un même quartier? A-t-on pris le temps de créer des liens avec d'autres très différents? Que de questions! N'en est-il pas toujours ainsi quand le champ est ouvert? C'est un atout considérable qu'offre l'association dans son action, mais quel travail! Mon second point concerne le don. Je me souviens avoir écrit il y a longtemps que pour certains le logement était devenu trop cher, qu'il faudrait sans aucun doute le donner pour partie. L'association ne s'est jusqu'à présent pas aventurée sur cette voie, tout en étant confrontée à la difficile création de solutions durables. Le don à la personne, selon les analyses de Marcel Mauss, est susceptible de créer des liens tout à fait autres que ceux créés par la rencontre. Difficile de ne pas être sensible à cette possibilité, qui invite à entrer dans le mouvement du donner-recevoir. Je rappelle que l'association reçoit des dons pour l'acquisition de logements qui vont permettre aux groupes locaux d'accueillir d'autres. Il n'est nul don fait aux personnes. C'était, dans cette première étape de l'action entreprise, recréer une certaine forme d'hospitalité. D'où le temps limité d'occupation de ces logements, et un temps donné pour la rencontre. Nous étions engagés en somme dans ces lois si bien illustrées par Jacques Derrida. Peut-être dans la troisième phase, celle de la création de solutions durables, serait-il bienvenu de prêter une grande attention à Marcel Mauss? C'est ici encore une possibilité de révéler des capacités étonnantes de la société civile. Le troisième point que j'évoquerai est celui de la rencontre. L'association a beaucoup appris dans ce domaine, autre élément fort de sa démarche. C'est Brigitte, mon épouse, qui m'a fait découvrir le plus de choses ici, principalement celle-ci. Lorsqu'une personne connaissait un certain malheur, ce qui lui était nécessaire premier pour avancer, c'était la rencontre d'une autre, qui bien au-delà de tous les codes, offrait sa seule présence pour partager des moments où la vie reprend de la couleur, où chacun se sent bien écouté, reçu. C'est une grande attention, que ceux qui ont déjà traversé un malheur sont souvent le plus à même de donner. Ils savent mieux que quiconque ouvrir ces espaces de liberté et de créativité tout simples, où l'autre va se reconnaître et qui vont transmettre ou donner la vie, non pas la vie telle que chacun la conçoit, mais cette vie qui étonne, émerveille dans ses capacités à ressurgir, où chacun peut devenir à son tour acteur. J'ai reçu beaucoup de reconnaissance de personnes accueillies. J'espère en partage leur avoir laissé un espace où eux-mêmes ont pu se réjouir de ce qu'ils étaient libres. À leur école, j'ai beaucoup appris ce qui est essentiel à la vie d'un homme. Ils le savent si bien. Ne pas exclure, prendre en compte le malheur, faciliter peut-être sa traversée en sachant que nul n'est le maître en ce domaine, c'est participer sans aucun doute à la création d'un monde humain. Que cette création soit commune, ouverte, je pense vraiment qu'il n'est pas nécessaire d'en faire beaucoup pour le manifester. La direction, s'y tenir compte peut-être davantage. Par les 3 points abordés, j'espère avoir dit ce qui m'a tenu à cœur, qui demeure, même si ma possibilité de les actualiser a changé de forme. À toi, cher lecteur. Je souhaite que ce livre soit une incitation à l'initiative pour t'approprier ou te réapproprier en vérité des éléments qui te permettent de prendre part à la création d'un monde commun tel que tu es, égal aux autres. C'est une source réelle d'apprentissage pour appréhender notre monde d'aujourd'hui, dont la complexité cache souvent une grande confusion. C'est aussi accomplir beaucoup de petits miracles que permet la rencontre des êtres humains différents, dans le sens très simple de participer à la création de situations nouvelles. C'est prendre conscience de ses propres failles. C'est enfin entrer en politique par une petite porte mais réelle. J'ai bénéficié de cela. Le monde s'est approché. Je ressens son attente d'une créativité multiple, qui lui permette de devenir un monde commun à chacun. Je te salue très respectueusement, compagnon de route. Denis Primard. Introduction. Un endroit étrange au cœur de Paris. Vendredi 9 juillet, 9h30, dans les bureaux de SNL Union, au rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation, rue Duris, 20e arrondissement. Des étagères couvertes de dossiers,
des postes de travail contigus, le bourdonnement des ordinateurs, le cliquetis des claviers. Une sonnerie de téléphone trouble parfois l'atmosphère paisible, studieuse et chaleureuse à la fois. Le directeur prépare le rendez-vous de l'après-midi. Il doit rencontrer un maire de Seine-Saint-Denis. Monsieur A affine la nouvelle stratégie de communication de SNL. Une jeune architecte, est venue terminer un dossier de construction de logements sur un terrain prêté par une commune. Elle souhaite, dès que les plans de l'ensemble seront prêts, organiser une réunion des bénévoles du groupe local pour vérifier avec eux la validité des choix de construction. Le jeune directeur administratif et financier de SNL Prologu discute d'un dossier d'acquisition d'appartements avec une bénévole venue de SNL Yvelines. Effervescence habituelle d'un bureau ou d'une agence immobilière ? Pas tout à fait. Ce qui frappe l'observateur dans ce local un peu exigu, un peu encombré, adopté probablement à cause du loyer modeste, c'est la jeunesse, le sens de l'accueil, l'enthousiasme et le sérieux des salariés qui y travaillent. Comme s'ils croyaient véritablement au sens de leur action, comme si leur travail n'était pas un boulot comme un autre. Si vous les interrogez un par un, chacun finira par vous dire qu'il n'est pas là par hasard. Tel a quitté son emploi dans une banque car il souhaitait avant tout donner du sens à son travail de tous les jours. Tel a renoncé aux ambitions professionnelles que lui auraient permis ses études en école de commerce parce qu'il voulait faire œuvre utile, apporter quelque chose aux autres, donner du sens à sa vie. Ils ont choisi SNL. Le président de l'Union définit ainsi l'association. Solidarité Nouvelle pour le logement. C'est une association de citoyens qui se rassemblent localement pour acheter et rénover des logements, pour y accueillir des personnes en difficulté et pour développer avec les personnes logées une relation qui leur donne de l'énergie, pour aller à nouveau de l'avant dans leur vie. Aujourd'hui, SNL est présente dans 6 départements de la région parisienne, dispose de près de 800 logements de qualité, bien situés en centre-ville ou de village, accessibles aux personnes les plus démunies grâce à la modicité des loyers et des charges. SNL achète, prend à bail, réhabilite ou construit environ 40 logements par an. SNL a accueilli, puis relogé successivement environ 6000 personnes depuis sa création. Aujourd'hui, plus de 700 familles sont accueillies dans ces logements passerelles. Ces familles sont accompagnées par plus d'1 millier de bénévoles et une trentaine de travailleurs sociaux. SNL, c'est à l'heure actuelle 109 groupes locaux, rassemblant plus de 1200 bénévoles actifs. 50 salariés travaillent pour l'association. Alors SNL, une sorte de bailleur social ? Pas vraiment. Le directeur, vous introduit de façon radicale dans le cœur du sujet. Vous êtes dans un monde où l'utopie devient réelle. Est arrivé à SNL en septembre 1998 en même temps deux jeunes gens de formation supérieure, embauchés dans une association jusque-là largement portée par des bénévoles, et tout de suite ils ont été séduits par un discours incroyable, une parole en acte, un témoignage de citoyens agissant pour créer un monde plus juste. Ils ont suivi les initiateurs du mouvement. Brigitte Primard a suscité un réseau, Denis Primard a développé SNL à Paris. Les ont rejoints ensuite Étienne Primard et Françoise en Essonne, les Savourés dans les Yvelines, les Forestiers dans le Val-de-Marne. Eux insistent, ce projet c'est d'abord une affaire de couple, un projet de vie. On va faire des logements comme on ouvre une chambre d'amis. C'est notre maison qu'on ouvre. Voilà ce que se disent Brigitte et Denis lorsqu'ils sont confrontés dans les années 80 au scandale du mal logement. Et Brigitte se met à réfléchir avec passion à ce que signifie la relation avec l'autre. Au départ, c'est une initiative privée. On aménage, pour des gens qui en ont besoin, des logements à partir des dons recueillis dans le cercle des amis, des proches, des gens du quartier. L'aboutissement de la démarche, c'est la rencontre, et on a envie de se nourrir de cette rencontre-là. Pour se sentir libre, la personne qui reçoit le logement doit faire un contre-don accessible pour elle. Elle apporte son savoir, son expérience. Elle offre sa présence au groupe local de solidarité qui l'accueille. Une personne ne peut recevoir un don à vie, pensent Brigitte et Denis, car cela menacerait sa dignité. La dimension la plus forte du projet est là, faire vivre ensemble, partager, échanger, des personnes venues d'horizons très différents. Rapidement, Étienne, dans l'Essonne, fait appel à des aides financières diverses, État, communes, régions. Le logement est un droit. Il faut mettre l'État devant ses responsabilités.
Et il se met à réhabiliter, à construire, à créer de nouveaux logements, réclamant avec toujours plus d'exigence, justice et dignité pour les plus démunis. D'un petit mouvement associatif, on passe à une entité complexe et multiple. SNL Union, les 5 SNL départementales et SNL Prologuet, la société propriétaire des logements. Considérons ce qu'est devenu SNL, conclut. On a repris les valeurs du début, on se soucie toujours d'allier l'humain, le technique et l'économique. Mais aujourd'hui, il faut aussi se demander si le savoir-faire de SNL peut constituer un modèle durable qu'on pourrait transmettre à d'autres. Ils sont plusieurs, parmi les salariés et les bénévoles, à avoir été fascinés par la force du projet. Son travail, eux, le définit simplement, faire vivre la charte de SNL afin que d'autres, toujours plus nombreux, se lèvent pour les suivre. De tels discours intriguent, la qualité de l'atmosphère étonne, la chaleur de l'accueil questionne. Où sommes-nous donc, réellement ? D'où viennent cette recherche de sens, cette motivation particulière, cet enthousiasme perceptible ? Quelle est donc l'origine de SNL, Solidarité Nouvelle pour le Logement ? Peut-on parler de SNL sans évoquer d'abord l'histoire des primards, de leur famille et de leur enfance si particulière ? Pour expliquer les origines du mouvement, il faut remonter bien avant la création de SNL en 1988, aux sources. Un hameau à la campagne, une aventure personnelle, une histoire atypique, celle de la famille de Denis et Étienne Primard. Un village au bord de la Beauce, entre Dourdan et Étampes. Le Rotoir est un hameau rattaché à la commune de Boissy-le-Sec. Il est situé au sud-ouest de Paris, à 50 km, en Essonne. Entouré de champs de betteraves et de blé, de coteaux boisés, les maisons basses se serrent les unes contre les autres. Les bâtiments d'une ancienne ferme volets blancs entourent une vaste cour. En face un atelier de menuiserie, un peu plus loin une entreprise de bâtiment. À l'entrée du hameau, un joli puits près de l'abribus introduit une mosaïque de maisons neuves et de demeures de pierre anciennes. Des rues étroites, des fleurs aux fenêtres, des jardins potagers, l'impression d'être très loin de la ville que l'on ne rejoint que par une petite route sinueuse. Mais d'où vient ce nom de Rotoir ? Il s'agit d'une meule, nous dit le dictionnaire, reliée à un moulin servant à écraser le chanvre pour séparer l'écorce de la tige, écorce utilisée pour la fabrication de cordes. Partons pour ce lieu de tradition paysanne, qui va servir de décor à l'enfance de Denis et Étienne Primard. Chapitre 1 : L'aventure du Rotoir dans le contexte des années 30. 1934, Eugène Primard, 39 ans, quitte ses activités d'administrateur de biens à Paris, et achète au fond de l'Essonne une petite ferme composée d'un corps de bâtiments vétustes, de 30 hectares de terre en friche et de 20 hectares de bois, sur la commune de Boissy-le-Sec, dans le hameau du Rotoir. C'est là que vont grandir ses 9 enfants. Denis et Étienne, les 2 derniers, naîtront en 1942 et 1944. C'est là qu'Eugène va essayer de mettre en application ses idées, ses convictions. C'est là que se sont façonnées sans doute une idée forte de la solidarité, une réflexion sur le travail et les injustices sociales qui marqueront la génération suivante. Voici le tableau que brosse un historien de cette année 1934. 1934. La crise économique, qui est née en 1929 aux États-Unis, a gagné tous les pays industrialisés et touche l'Europe en 1931. En février 1933, Hitler arrive à la chancellerie, les accords de Locarno ne sont plus qu'un souvenir et la SDN une ruine. En France, les difficultés financières réapparues avec la crise économique, l'impuissance du Parlement, l'éclatement de scandales politico-financiers provoquent un courant grandissant d'antiparlementarisme qui culmine avec les émeutes du 6 février 1934 et est à 2 doigts d'emporter la Troisième République. Aux illusions de la fin des années 20 succèdent les inquiétudes d'un nouvel avant-guerre. 1. La communauté du Rotoir, créée par Eugène Primard à partir de 1934, a été le témoin du bouillonnement d'idées qui agite la France des années 30. Né en 1895, Eugène Primard s'engage en 1914, fait l'école des officiers de réserve, est envoyé 9 mois en mission aux États-Unis et revient avec des Américains à la fin de la guerre. Il a constaté pendant la Première Guerre mondiale que les paysans traversaient plus facilement que d'autres les périodes difficiles. Son voyage aux USA le laisse sceptique face au modèle américain. La révolution russe de 1917 suscite ses craintes et sa défiance à l'égard du communisme.
Là du monde artificiel de la ville, il veut vivre différemment. Le rotoir sera le laboratoire d'un mode de vie plus authentique. L'anxiété devant le déclin de la civilisation occidentale conduit les hommes de cette époque à se tourner vers une littérature qui aborde les grands problèmes de la condition humaine. On lit Bernanos et Claudel, on redécouvre Peggy. Denis Primard, né en 1942, se souvient d'avoir vu enfant son père pleurer en lisant L'Ève, 1913, poème où le lyrisme de Peggy se fait prière et oraison. Heureux ceux qui sont morts, car ils sont retournés dans la première terre et la première argile. Ils se sont remoulés dans le moule fragile, d'où le pouce d'un Dieu les avait démoulés. Que Dieu mette avec eux dans le juste plateau ce qu'ils ont tant aimé, quelques grammes de terre. Un peu de cette vigne, un peu de ce coteau, un peu de ce ravin sauvage et solitaire. On se passionne aussi dans ces années 1930 pour les premiers représentants de la philosophie existentielle, Husserl, Gabriel Marcel et surtout Berdyaev, grâce à un prêtre belge qui en était le porte-parole vivant. Il semble que dans l'entre-deux-guerres, Eugène Primard, féru de lecture et de discussion avec les intellectuels de son temps, ait connu une sorte de conversion. Loin du clergé, de ses ors et de ses lois, il veut expérimenter une vie frugale, communautaire, biblique, vraie. La Renaissance catholique. Depuis l'avènement de Pie XI, en 1922, les catholiques ont le sentiment de vivre une renaissance. L'encyclique Quadragesimo Anno, 1931, les conduit aux avant-postes de la transformation de la société. Les mouvements d'action catholique se développent. Les milieux intellectuels catholiques sont en effervescence et s'appliquent à penser une nouvelle vision du monde, qui ne dépendra plus uniquement de la parole officielle dictée par l'Église. Une volonté de rénovation, de refondation de la pensée catholique anime autant des religieux comme Jean Plaquevent, des moines bénédictins ou dominicains, que des laïcs comme Jacques Maritain, Emmanuel Mounier, Étienne Gilson, Marcel Arnaud, Jean Beauchot, Jacques Madol, Alexandre Marc. Certains viennent à Boissy-le-Sec. Au rotoir, Jean Bardet et Paul Flamand préparent la création des Editions du Seuil. Il faut imaginer dans les années 30 une prolifération de groupes d'études, de groupes de recherche, de bulletins, de revues, Esprit, l'Ordre Nouveau, 7 Temps présent ou témoignages chrétiens, qui avec des différences certaines essaient de réfléchir aux problèmes du temps, en marge des cadres intellectuels et politiques établis. Le point commun de tous ces groupes d'intellectuels est ce que Mounier appelle la rupture avec le désordre établi. Un désordre qu'il voit se manifester dans tous les domaines, international et intérieur, politique et économique, social et moral, littéraire et philosophique. Rejetant capitalisme et communisme, individualisme et collectivisme, étatisme et anarchisme, droite et gauche, ils se donnent pour mission de trouver une voie nouvelle pour l'Europe en crise. Ils veulent non seulement une révolution institutionnelle, transformant les structures de la société, les structures politiques et économiques notamment, mais aussi une révolution spirituelle, transformant les valeurs et la mentalité des individus, et restaurant la dimension spirituelle de l'homme. 2. Eugène Primard veut œuvrer en tant que chrétien pour une société plus juste. Il essaie aussi, en lien avec des catholiques et religieux belges, de promouvoir un renouveau de l'Église. La personne et non l'individu. La référence à la notion de personne est primordiale pour tous. On affirme la vocation spirituelle de l'homme tout en refusant de séparer les idées de l'existence, ancrées dans la société et dans l'histoire. On se méfie de l'État, des institutions. On prône une organisation fédéraliste de la société et l'on met en place un système qui favorisera la formation de petites sociétés spontanées, dont Bergson écrit dans son dernier livre qu'elles sont seules à la mesure de l'homme. 3. Pour ces intellectuels qui élaborent la notion d'une éminente dignité de la personne, tout engagement sur la voie d'une rénovation sociale passe par un travail sur soi, une révolution personnelle. Ils affirment une confiance dans la capacité de dépassement des personnes, qui passe par une révolution intérieure. Mais ils ne savent pas comment y parvenir. C'est par de petites expériences, menées sur le terrain, qu'ils pensent trouver le chemin. La méfiance vis-à-vis du capitalisme et du productivisme qui réduit l'homme à l'état de machine, est un sentiment très partagé dans ces groupes d'intellectuels de l'entre-deux-guerres. Eugène Primard, mobilisé lors de la Première Guerre mondiale,
s'est vu confier en 1917 à 18 une mission de formation auprès de l'armée américaine. Ce qu'il a découvert lors de son séjour aux USA l'interroge sur l'évolution de notre civilisation. Il en garde la défiance d'un système économique qui se préoccupe davantage du profit que de la personne. Il a partagé sans doute l'angoisse de Bardamu, le personnage de Céline qui dans Le Voyage au bout de la nuit 1932, découvre l'univers impitoyable et inhumain des usines Ford. On cède au bruit comme on cède à la guerre. On se laisse aller aux machines avec les trois idées qui restent à vaciller tout en haut derrière le front de la tête. C'est fini. Personne ne me parlait. On n'existait plus que par une sorte d'hésitation entre l'hébétude et le délire. Rien n'importait que la continuité fracassante des mille et mille instruments qui commandaient les hommes. 4. La crise de 1929 exacerbe la peur du libéralisme économique qui jette tant d'exclus dans la misère et suscite le sentiment d'un monde qui vacille. Eugène Primard, dont la famille n'est que récemment parisienne, a suivi, tout en travaillant, une formation en droit et sciences politiques. Il crée les premiers centres sociaux qui offrent aux plus démunis des consultations d'avocats gratuites. Membre de l'Association catholique et française des Chevaliers de Saint-Louis, créée dans l'hiver 1928 à 29, il réfléchit, avec des patrons du Nord, à la manière dont un chrétien peut se comporter dans le cadre d'une grande entreprise. La Société de Saint-Louis se voulait un ordre laïque de fidèles, mariés et engagés dans la vie temporelle, afin de la transfigurer. Eugène Primard est un homme actif au sein de la mouvance chrétienne. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.